Bonjour à tous et bienvenue. On a deux sons. C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de Serra Pro. Vous êtes une quarantaine à vous être connectés. Comme d'habitude, au début du webinaire, on attend toujours désolé, c'est toujours les retardateurs qui font patienter les premiers. On attend juste que tout le monde se connecte. Vous étiez 170, je crois, inscrits à ce matin. Donc on attend juste quelques petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et s'installer. Et dans allez, grand max 3-4 minutes, on est à vous pour démarrer ce webinaire. À tout de suite. Tu peux me mettre le PDF en plein écran. Il est presque 13h05. Je propose qu'on commence. En tout cas, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc, webinar, on a l'habitude d'en faire régulièrement chez Cerea Pro. Là, on profite de la fin de la campagne pour pouvoir le faire. On a pas mal de choses à voir. En tout cas, merci à tout le monde. Vous étiez 170, un peu plus même, je crois, inscrits. Donc, on verra combien on est connectés. Je sais que on a toujours hésité entre le 13h, le 18h, et qui est pas toujours un choix facile entre la fin de la journée et l'entre-midi et deux. Donc voilà, en tout cas, pourquoi un webinar aujourd'hui? On se laisse une heure ensemble pour évoquer pas mal de sujets.
Le premier, alors pourquoi aujourd'hui et pourquoi un webinar? Déjà pour marquer la fin de la campagne, c'est vrai que on se retrouve le 10 juin et la campagne touche à sa fin et on aimerait bien démarrer la prochaine et donc du coup bah, faire un point sur les fermes pilotes, les avancements de vente, même si à 95% elles sont toutes finies, et surtout comment on va démarrer la prochaine. Donc voilà, habituellement sur la fin de la campagne, on fait une réunion de fin de campagne qui a lieu à Deury, et là ce sera encore le cas, c'est jeudi, sauf que elle sera plus autour d'un apéro qu'une réunion. C'est aussi pour ça qu'on fait un webinar, pour marquer un peu le coup et se dire qu'habituellement on fait toujours une réunion dans le 28, et donc là on ouvre un petit peu plus, on va dire, alors oui c'est en digital, c'est pas un apéro et on est derrière les écrans, mais donc du coup on ouvre un petit peu plus large et pas de se dire juste qu'on se cantonne au département ou au département limitrophe. Donc l'objectif c'est aussi de vous faire passer des informations à travers ce webinaire. Également, pourquoi un webinar? On est présent à Innovagri, on y était la semaine dernière dans le 02 à Essigny. On est également présent au mois de septembre à Outarville sur Innovagri. Donc du coup, c'est deux gros événements pour nous et pour l'équipe qui monobilisent du temps et de l'énergie. Donc du coup, un webinar est un petit peu plus facile pour nous d'organisation, qui nous permet d'organiser ça depuis le bureau, même si évidemment on aurait préféré être en train je regarde dehors avec le soleil, être avec vous évidemment en train de faire ça en physique. Donc voilà, et évidemment comme d'habitude on fait nos réunions hivernales, donc on l'a fait durant le mois de décembre et le mois de janvier, qu'on refera également évidemment l'année prochaine. Que va-t-on voir aujourd'hui? D'abord faire un point marché tous ensemble céréales, et donc là du coup je laisserai la main à Hector et Benjamin pour faire un point marché blé, orge, colza, maïs sur l'avancement des fermes pilotes et un point de marché sur l'évolution du marché. Donc voilà, donc les bilans des fermes pilotes comme on le voit sur le deuxième point. Et également, je laisserai la parole après à Thomas qui s'occupe du marché et tout l'approvisionnement chez nous pour qu'il fasse également un point marché. Et enfin, qu'on puisse, et c'est aussi le sujet du jour, on a un intervenant avec nous aujourd'hui qui est Borealis, donc de lui laisser la parole. Donc il y aura un jeu d'échange entre Thomas et Michael sur le marché de l'engrais. Et également, on sait que c'est un petit peu tendu en ce moment avec des hausses de prix, on entend parler de taxes, etc. L'objectif, ça va être de faire un peu la lumière sur cette ombre. Donc voilà, et enfin de se projeter sur la campagne 2025 pour réussir à démarrer correctement cette nouvelle campagne. Est-ce que tu vois un peu si on a plus d'inscrits, ça arrive? 88. Ok, donc on est une petite centaine, donc ça continue à arriver, donc tant mieux. Serie A Pro 2024-2025. Eh bien, on va dire que cette campagne 2024-2025 ressemble à celle de l'année dernière. Je vous partage en bas les courbes qui sont vraiment une extraction de l'outil qu'on utilise avec les volumes semaine par semaine, avec, vous voyez, ce qu'on a collecté avant la moisson et ce qui est collecté après la moisson. Donc, comme d'habitude, il y a autour de 100-150 000 tonnes qui sont collectées avant la moisson. Et le reste, je vous rappelle, Serie A Pro, c'est environ 450 000 tonnes de collecte. Et donc du coup, qui se fait post-moisson. Cette année, évidemment, les rendements n'étaient pas à la hauteur de nos espérances. Quand je dis de nos espérances, c'est pas nous en tant que négociants, mais c'est également en tant qu'agriculteurs, avec moins 22% de rendement sur l'ensemble de la France. Et donc, nous, sur la partie négoce, on va faire moins 8,8% sur la collecte. Elle n'est pas terminée, il reste une quinzaine de jours, mais on n'espère pas grand-chose de ces 15 derniers jours, à part les dernières urgences à gérer. Mais en tout cas, elle est très bien avancée à quelques pourcentages près. Donc, ça ne changera pas le résultat final. Mais en tout cas, voilà, un moins de 8%, c'est à peu près le résultat de notre collecte cette année par rapport à N-1. Donc voilà, donc en espérant que la campagne 2025 va être alors, selon les secteurs, je sais que c'est assez disparate, ceux qui ont eu des orages, des pluies, en nombre ou pas d'ailleurs, en nombre de millimètres. Mais en tout cas, sur le secteur, la semaine dernière à Essigny, à Innovagri, on avait plutôt un son de cloche plutôt positif et on va dire optimiste, en espérant que ce soit le cas sur de mon secteur, en tout cas mieux que celle de l'année dernière, on l'espère, ça c'est sûr. Ça, c'est la campagne de l'année dernière. Évidemment, les qualités étaient très disparates l'année dernière. Enfin, quand je dis l'année dernière, c'est la campagne 24-25, donc à 15 jours près, on est encore dedans. Mais je laisserai après Hector et Benjamin en parler de ces qualités. Mais en tout cas, pour dire que Cerea Pro est capable aujourd'hui de répondre à l'ensemble des qualités fourragères, meunières, voire même très très basses parfois. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi pu tester notre logistique cette année, encore plus que d'habitude, parce que le volume est quasiment
à isopérimètre que d'habitude. Par contre, sur des destinations de tout type, et on a quasiment un record chez nous en destination de la Belgique, la Belgique est un débouché plutôt fourragé. Donc du coup, on a plus de 100 000 tonnes cette année sur la Belgique, et donc du coup avec une logistique qui a pu répondre au rendez-vous, et également c'est on va dire un débouché sur lequel on a le moins de problèmes au vu des qualités qu'on a pu présenter. Et donc, du coup, on a un peu quitté notre habitude portuaire qui est le Rouennais, les silos portuaires de Rouen, pour aller sur des usines d'aliments au vu de nos qualités. Donc voilà, donc en tout cas, on en reparlera tout à l'heure de cette notion de qualité. Et enfin, sur la campagne 2024-2025, on le ressent très bien, une tension de trésorerie sur les fermes, et on le voit bien parce qu'entre les décalages qu'il y a entre les prix des engrais, les prix des céréales, et voire même cette fin de campagne qu'on espérait à la hausse alors qu'elle est plutôt à la baisse, et bien du coup on se retrouve vraiment avec une tension sur les trésoreries. Et donc Serapro n'a jamais avancé autant de trésorerie auprès de ses agriculteurs clients, aussi bien sur la partie appro, parce qu'on le répète, vous pouvez payer vos approvisionnements jusqu'à un an de décalage, et également vous propose des avances de trésorerie sur vos contrats de céréales. Autre chose sur la partie céréales, je tiens à le dire et je le souligne et je le dis haut et fort depuis un petit moment maintenant, on paye les céréales à 15 jours fin de livraison, ce qui n'est pas l'habitude du direct ferme. Pas mal d'opérateurs sont à, on a entendu 30 jours, on a entendu 45 jours, voire même 60 jours chez certains. On met vraiment un point crucial sur la partie paiement. Et donc nous, les paiements se font à 15 jours fin de livraison. Donc voilà un petit peu sur la partie Céréa Pro. Je ne l'ai pas dit au début du webinaire quand on a lancé. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a un petit, normalement, il y a, alors, j'ai pas le même écran que vous, donc je ne sais pas où, mais il y a un endroit où vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas, nous on a un retour et donc on répondra au fur et à mesure du webinaire. Désolé, je parle vite, mais je veux vite laisser la parole aux gars pour que on puisse vraiment rester concentré sur une heure. Dernière chose à mettre en avant, Moisson Live. Vous savez que Moisson Live, c'est un outil qu'on propose depuis 5 ans maintenant avec deux partenaires, Sencrop et Ternet. Donc voilà, donc on continue à pousser cet outil. Il va continuer à vivre tout le temps au fur et à mesure de la moisson. Donc pour le moment, on ne le voit pas, mais dans une petite quinzaine de jours, on vous refera un mail pour justement remettre en avant cet outil Moisson Live qui est vraiment un outil pour partager les rendements, les qualités. Et nous, derrière, on essaie de faire des statistiques pour faire les rendements moyens par département, etc. En aucun cas, c'est un outil, alors souvent on parle de data, etc. C'est vraiment un outil purement pour se dire, OK, qu'est-ce que ça donne, où et comment. Donc voilà, en termes de qualité, de rendement, afin de pouvoir, alors se comparer, c'est un grand mot, pas dans le côté néfaste, mais plutôt dans le côté, au contraire, optimiste et plutôt favorable des choses, qui est de la réponse à la motion de se dire alors ça donne quoi chez toi. Bah, nous on essaie de vous le redonner via cette carte collaborative qu'on anime pendant la moisson. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. N'hésitez pas s'il y a des questions sur l'entreprise, l'équipe ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de changement d'un point de vue équipe. Vous avez toujours vos interlocuteurs dédiés qui restent les mêmes. Donc il n'y a pas de changement là-dessus sur les différents secteurs géographiques. Et voilà, on tient à essayer de perdurer cette relation entre vous et vos responsables de secteur qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc du coup, l'objectif, c'est de continuer comme ça. Et en tout cas, n'hésitez pas. Encore une fois, moi je vais vous laisser là. Donc merci encore pour être présent à ce rendez-vous. Merci pour cette campagne qu'on vient de traverser, qui n'a pas été simple et on va encore le partager. Et en espérant que la prochaine soit meilleure en rendement, en qualité. En tout cas, soyons optimistes, même si je sais que les quantités d'eau n'ont pas été les mêmes partout et que ça va être encore une fois, je pense, assez hétérogène. Je vous souhaite un bon webinaire avec les équipes. Bonne fin de journée, bonne moisson à tous d'ici une quinzaine de jours et à bientôt. Je laisse la parole à Benjamin. Ok, donc bonjour à tous, Benjamin. Donc je vais commencer par vous faire un point fin de campagne de la récolte 2024 qui s'est écoulée. Donc comme l'a dit Pierre-Antoine, on a déjà eu une année assez bouleversée au niveau de la collecte parce qu'on a déjà commencé les récoltes 2024 avec une production historiquement basse en blé français à 26 millions de tonnes alors qu'habituellement on fait plutôt 35-36 millions de tonnes. Et au-delà de ça, on a eu certes des petits rendements et aussi de gros problèmes qualité. Ce qui fait, c'est que habituellement, on est plutôt sur 80% de blé meunier, 20% de blé fourragé. Et cette année, les cartes ont été totalement rebattues parce que on s'est retrouvé avec plutôt 60% de blé fourragé contre 40% de blé fourragé. Donc, comme l'a dit Pierre-Antoine un peu précédemment, c'est que
beaucoup de flux ont été en fait changés et du coup ce qui fait que ce qui allait initialement plutôt sur la partie portuaire pour l'exportation, bah, ça a été plutôt détourné cette année en allant plus massivement sur les usines d'aliments, donc soit sur la partie Grand Ouest, Bretagne, Vendée, mais aussi Nord communautaire, Belgique, Pays-Bas. Et donc du coup ça a dû nous inciter à repenser nos flux logistiques. Sur cette fin de campagne, au-delà de ça, on a eu des prix qui aussi se sont affaissés bah, tout au long de la campagne. Et il faut dire ce qui est, c'est que depuis un mois et demi, 2 mois, beaucoup de volumes sont sortis chez les agriculteurs pour pouvoir écouler la marchandise avant la moisson prochaine. Et du coup, beaucoup de ventes ont été faites là sur la toute fin de campagne pour des exécutions mai ou juin. La problématique actuelle qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, bah, du coup, on a beaucoup de volumes à charger et à rouler sur cette période. Donc du coup, de notre côté, on a une tension logistique qui se crée soit sur la partie Ouest France, soit pour le Nordcom, parce que le carnet d'adresses est maintenant bah, quasiment complet pour nous. En face de ça, on a des fabricants d'aliments qui sont de moins en moins présents aux achats. Et donc du coup, les couvertures juin maintenant se tarissent et petit à petit, on est obligé bah, d'enlever ces offres-là sur les exécutions juin parce qu'on a aussi bah, plus beaucoup de débouchés. Il reste donc la partie export, notamment portuaire Rouen-Nantes-Palisse, qui peut être présente, mais seulement l'export a très peu tiré cette année. Euh, Ils sont aujourd'hui encore acheteurs, notamment sur la partie Rouen, là sur cette fin de campagne, mais sur des prix qui sont quand même bien plus faibles euh, derrière. Donc voilà, donc attention aux agriculteurs chez qui il reste bah, du volume en stock, parce que la demande se fait de plus en plus rare. On a encore un petit peu de place sur des demandes soudure un 15 juillet dans les usines d'aliments, où vous pouvez profiter d'un prix un peu intermédiaire, meilleur que sur du dégagement moisson qui arrive juste derrière. Mais par contre, ceux qui veulent vraiment dégager la marchandise avant récolte, bah, sachez que c'est un peu le dernier moment ou jamais parce que voilà, peu de visibilité après que ça se décompte dans le bon sens pour les agriculteurs stockeurs. Et au-delà de ça, si jamais il vous reste du blé qui est aussi de pas très bonne qualité, attention parce que l'année prochaine, suffit qu'on sorte avec des qualités standards plutôt aux normes pour notre blé français, bah, les acheteurs vont vite se désintéresser des basses qualités type blé PS70. Donc c'est pareil, ceux pour qui voilà, il vous reste du blé fourragé, on a plutôt le sentiment qu'il bah, il faut s'en débarrasser avant d'avoir des problématiques derrière pour la nouvelle campagne. Comme je l'ai dit, un dernier point sur l'ancienne campagne, c'est que les prix sont certes pas au rendez-vous côté agriculteur, mais vous avez possibilité de pas forcément fixer votre prix agriculteur en tant que tel départ ferme. Vous pouvez fixer une seule partie de ce prix-là, à savoir que votre prix agriculteur est composé bah, d'une base plus ou moins avec du matif, ce qui fait votre prix départ ferme. Vous pouvez vous dire de fixer que la base, ce qui vous sécurise un dégagement logistique avant récolte, et de fixer le matif dans un second temps, plus tard dans la campagne. Bah, tout en sachant que si vous faites ça, bah, vous restez exposé au marché à terme, donc à la hausse comme à la baisse. Donc c'est bien pour ceux qui ont un sentiment plutôt haussier sur les marchés céréaliers. Donc voilà pour l'ancienne récolte. Je vais maintenant passer un point marché sur le blé de la campagne actuelle. Donc voilà, depuis de nombreuses semaines maintenant, on a quand même un marché du blé qui se tarit bah, de semaine en semaine. Et on a maintenant un marché Euronext qui tend à revenir sur les 200 € tonnes actuellement. Donc ce qui est un prix psychologique important pour les opérateurs. Les acheteurs attendent beaucoup de passer en dessous pour pouvoir revenir aux achats. Et inversement, les agriculteurs ont plutôt espoir bah, de rebondir là-dessus euh, pour pouvoir vendre à des meilleurs prix sur la nouvelle campagne. Mais globalement, aujourd'hui, voilà des prix relativement bas. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Bah, c'est que d'une part, normalement, on a une période de weather market, donc risque climatique, bah, qui a lieu sur tout le printemps jusqu'au début de l'été. Celle-ci, en fait, bah, n'est pas forcément favorable, hein, faut dire ce qui est pour du côté agriculteur. Pourquoi? Parce que bah, fondamentalement, on regarde tout ce qui se passe sur l'hémisphère nord. Aujourd'hui, si on fait un petit tour d'horizon sur les différentes régions productrices, exportatrices de blé, on a d'une part la région mer Noire, Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie. Ils ont en fait des pluies qui sont récurrentes bah, tout au long du printemps, donc pas forcément de problématiques à signaler. Vous avez d'ailleurs sur ma slide en haut à droite les indices de végétation de blé en Russie. Avec mon rond noir, c'est l'indice actuel sur la Russie. Et tout ça pour dire qu'il n'y a vraiment pas d'alarme à tirer pour l'instant sur cette région du globe qui est aujourd'hui le grenier à blé du monde. Donc il y a eu 15 jours, certains
analystes, voilà, attendaient prévoyaient des zones plutôt sèches sur le pays, mais ça reste vraiment minime. Globalement, de notre côté, on reste plutôt confiant sur ce que la Russie sorte une bonne production. C'est pour ça que les estimations tournent aujourd'hui autour de 85 millions de tonnes sur la Russie. L'Ukraine, on parle de plutôt 22 millions de tonnes parce que voilà, le pays est en guerre et depuis la guerre, le pays produit moins de céréales, plutôt en la faveur des oléagineux comme le colza ou le soja. Donc une plus petite récolte par rapport à l'avant-guerre, mais sur le peu qui a été semé en Ukraine, globalement, c'est des bons indices de végétation et des pluies récurrentes aussi. Donc voilà, on est plutôt optimiste sur le potentiel en Ukraine. Canada, ils sont aujourd'hui en plein dans les semis, on s'attend à des grosses surfaces et un bon potentiel à 36 millions de tonnes. États-Unis, pareil, des pluies récurrentes sur toute la zone blé d'hiver, et le potentiel est à plus de 50 millions de tonnes. Ça sera le petit sujet par contre à venir. Est-ce que les États-Unis vont avoir des problèmes de qualité parce qu'on arrive à un point où on se demande si les États-Unis vont avoir un excès d'humidité là à la veille des récoltes. Et après, le dernier point, c'est l'Europe, hein. L'Europe, globalement, des conditions favorables aussi, notamment sur tous les pays de l'Est. Je parle de la Roumanie, Bulgarie jusqu'à Pologne, pays baltes, Lituanie, etc. Où là-bas, tout s'est passé quand même plutôt comme prévu sur le printemps. En France, on a eu quelques aléas, des incertitudes, notamment le nord de la France où le début du printemps a démarré au sec. Là maintenant, des pluies sont arrivées sur les dernières semaines, donc qui apaisent un petit peu les incertitudes. Et globalement, voilà, on part avec une production européenne voilà, autour de 138 millions de tonnes, ce qui est quand même bien supérieur par rapport aux 122 millions de tonnes de l'an passé. Il y a le sujet français. La France, vous voyez, on estime aujourd'hui une production autour des 32-33 millions de tonnes. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est qu'habituellement, une production moyenne en France est plutôt 35-36 millions de tonnes. Celle-ci est en deçà des moyennes parce qu'en fait, déjà les conditions de semis ont été problématiques sur certains secteurs, notamment la partie ouest France, toute la zone agricole de Beauce. On a eu des retards, beaucoup d'excès d'humidité durant l'automne-hiver et du coup moins de surface que prévu en blé chez nous. À l'inverse, le climat, par contre, au printemps a globalement été plutôt favorable sur les différentes régions françaises. Voilà, ce qui maintenant voilà, limite les pertes. Les 32 millions de tonnes, c'est mieux que l'an passé où on a fait 26 millions de tonnes, mais ce ne sera pas non plus une récolte pléthorique sur le pays. Aujourd'hui, la France, c'est certes en dessous des moyennes, mais ce n'est pas suffisant pour renverser le marché global mondial à repartir à la hausse. Donc ça, c'est le côté fondamental. Du coup, pas beaucoup de problématiques, à part États-Unis. Aujourd'hui, un peu d'excès d'humidité alors qu'on est à la veille des récoltes sur la zone blé d'hiver. C'est mon schéma en bas à droite de la slide. Vous avez le rond, c'est vraiment la grosse zone, Kansas, Texas, Oklahoma. Vous avez les productions de blé d'hiver et là, ils débutent les récoltes. Hein, et ils ont beaucoup, beaucoup d'eau par rapport au normal. Donc, peut-être plutôt un problème qualité qui sera signalé, mais tout reste à faire sur cette zone. Ensuite, on regarde après la partie géopolitique, macroéconomie pour le marché du blé. On a les débouchés français quand même qui se raréfient d'année en année. L'année dernière, on a essentiellement pu compter sur le Maroc et l'Afrique de l'Ouest pour exporter notre blé. Sur l'été, le dégagement récolte, on compte encore une fois sur le Maroc pour essayer de capter notre blé parce que, à part le Maroc ou un petit peu d'Afrique de l'Ouest, on constate que l'Algérie, malheureusement, nous exclut de tout appel d'offres. Hein, donc, impossibilité de faire de l'exportation vers l'Algérie, en tout cas pour le moment. Et ensuite, sur toutes les autres destinations, on a la mer Noire qui s'annonce quand même plutôt sur des rendements satisfaisants et du coup qui devrait sortir encore une fois à la moisson avec un prix bien plus compétitif que l'origine française, européenne dans son ensemble. Donc voilà, attention à ça et pour l'instant pas beaucoup de visibilité optimiste là-dessus. On a une parité euro-dollar aussi qui tend à se renforcer de semaine en semaine. On est aujourd'hui à 1,14 $ par euro actuellement. Donc plus l'euro est fort, plus le blé français est moins compétitif sur la scène internationale. Pour rappel, l'euro se renforce essentiellement parce qu'en fait, on a Trump qui toujours les investisseurs se désintéressent de la politique de Trump, qui souhaite mettre de taxes douanières sur les différents pays qui exportent vers les États-Unis un peu tout l'ensemble des produits. Hein, et automatiquement, si les États-Unis se renferment du reste du monde avec des taxes, c'est un risque à ce que ça freine l'économie mondiale. Et c'est pour ça que les investisseurs du coup se tournent vers d'autres monnaies comme l'euro et ça vient pénaliser notre marché français.
Voilà, le seul élément aujourd'hui qui est quand même plutôt qui pourrait limiter la baisse du marché à court terme, c'est les financiers qui ont une position vraiment ultra vendeuse sur le marché. Donc les financiers aujourd'hui spéculent à ce que le marché baisse encore sur les semaines et mois à venir. Et la position est telle qu'elle est vraiment non vue euh, sur toutes les dernières années, hein, donc c'est vraiment historique. Donc ça laisse sous-entendre que voilà le seul problème climatique ou géopolitique qui pourrait se passer dans le monde pourrait créer un mouvement violent à la hausse dans le même temps. Le seul souci, c'est qu'à aujourd'hui, je suis navré de dire qu'on n'a pas forcément ces éléments qui pourraient expliquer un réel rebond sur le marché. Voilà, si on fait un petit tour d'horizon sur la ferme pilote, donc vous avez les graphiques des deux campagnes, hein, en bleu foncé la campagne 2024 et en bleu clair la récolte 2025 à venir. On voit que l'année dernière, globalement, on a eu peu de variations de prix sur les cours et que ceux-ci n'ont cessé de s'affaisser depuis l'hiver dernier jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à la fin de campagne qui est très compliquée avec peu de débouchés. Donc nous aujourd'hui on a plutôt conseillé de tout vendre sur la récolte 2024. On était avancé à 30% au moment de la moisson l'année dernière, pas plus parce qu'on a eu beaucoup d'excès d'humidité si vous vous souvenez au printemps. Donc c'est là où on a vu aussi le gros rebond des prix, mais très compliqué de s'avancer alors qu'on savait qu'il y avait un risque sur les qualités et rendements qui s'annonçait. Et puis depuis les récoltes, un marché qui a été peu volatile et qui n'a cessé de s'affaisser. Donc voilà, malheureusement sur la ferme pilote 2024 en blé, on a plutôt tendance, on a plutôt suivi en fait le prix moyen du marché. On voit on finit même la campagne 2 euros en dessous du prix moyen à 226 euros tonnes. Donc il faut savoir que ça c'est un prix Euronext. Pour ramener vous en prix agriculteur, il faut enlever votre base moyenne au départ de chez vous, qui est suivant les secteurs autour d'une vingtaine d'euros tonnes. Hein. Donc si on faisait un prix agriculteur, ça ferait un prix moyen plutôt autour de 206 euros tonnes sur le blé. Sur la récolte 2025, on est à 10% d'avancée de notre côté. Où il y avait un créneau, un beau rebond sur l'hiver dernier qui nous avait incité à mettre 10% dans les ventes en nouvelle campagne. Là, pareil, suivant les secteurs, il y avait des secteurs où les semis ont été très compliqués. Il y avait eu de mauvaises levées avec les excès de pluie, notamment sur la partie Beauce, Bretagne, partie ouest France. Hein. Donc compliqué aussi d'avancer beaucoup, sachant que ça partait pas bien. On avait mis 10% pour histoire de fixer un prix qui nous paraissait être sur des bons niveaux. Depuis, les marchés se sont bien affaissés. Et aujourd'hui, on attend vraiment, on est dans l'attente d'un moindre rebond, soit des incertitudes, un peu de déception peut-être au niveau des rendements qualité qui vont apparaître sur les récoltes fin juin, début juillet, qui vont commencer à s'opérer sur l'hémisphère nord. Est-ce que ça peut être un début de problématique aussi avec Russie-Ukraine, où on sent que ça s'envenime avec notamment les bombardiers russes qui ont été bombardés de la part de l'Ukraine, le pont de la Crimée qui a été aussi attaqué dernièrement. Donc on sent que la guerre reprend de l'ampleur. Ça serait plutôt des opportunités de vente hein, si jamais on a des excès, des rebonds de marché de 5-10 euros tonnes sur un ou deux jours par rapport à ça. Hein, ça ne sera pas durable. Hein. Comme on avait pu le connaître au préalable, mais ça sera des opportunités plutôt pour fixer des prix nouvelle campagne. Donc voilà pour le marché du blé. Voilà, j'ai pas forcément de slide après en orge, mais juste pour faire un petit topo là-dessus, l'orge dans la lignée du blé, les prix s'affaissent de semaine en semaine. En revanche, on a quand même des bases qui sont pour le coup bien meilleures que l'année dernière, en tout cas en nouvelle campagne, avec les Chinois qui sont venus aux achats sur l'orge française et des bateaux sont prévus là, notamment en dégagement. Donc voilà, donc ceux qui ont de l'orge à faire en nouvelle récolte et qui doivent potentiellement la dégager assez rapidement, pensez peut-être à si le prix ne vous convient pas côté agriculteur, peut-être fixer la partie base, tout du moins pour bloquer une logistique de dégagement qui n'est pas déconnante par rapport aux dernières années sur le marché de l'orge. Et en plus de ça, votre marchandise qui part tôt, ça pourrait aussi vous amener un petit peu de trésorerie dans les fermes, sachant que le contexte blé est assez morose. Voilà. Voilà pour la partie blé. Je passe rapidement sur le maïs. On va essayer d'accélérer parce que mes collègues me disent que je suis un peu long. Sur le maïs, globalement, on a des récoltes hémisphère sud là qui vont être en cours Brésil, Argentine.
De grosses productions sont attendues, hein. On parle de 130 millions de tonnes au Brésil, 50 millions de tonnes en Argentine. Donc il faut juste vous dire que ces niveaux-là, c'est quasiment des niveaux records, hein, avec toujours des grosses surfaces, des gros progrès génétiques sur ces secteurs. Donc vraiment rien à signaler à l'Amérique du Sud. Aux États-Unis, les prix du maïs étaient vraiment en la faveur du maïs par rapport au soja. Du coup, il y a eu des grosses surfaces ensemencées sur ce pays. Et aujourd'hui, les premières attentes sont à plus de 400 millions de tonnes aux États-Unis, donc ce qui serait aussi un record sur ce produit. Voilà, hein, au-delà de ça, c'est voilà, Europe, Ukraine, où après où ça, on produit quand même beaucoup de maïs. Et pour l'instant, le début de cycle se passe plutôt bien avec des pluies qui ont eu lieu là sur les dernières semaines. Donc voilà, on annonce plutôt 60 millions de tonnes en Europe, ce qui est dans les moyennes. 30 millions de tonnes en Ukraine, c'est très bien aussi. Vraiment rien à signaler côté culture pour l'instant sur ce produit. Le seul élément qui contrebalance aujourd'hui en maïs, c'est que au niveau international, il y a une bonne demande, du coup une bonne consommation là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui limite un peu le potentiel du maïs à court terme. On est aussi à mi-juin, donc on aura tout le risque climatique qui va avoir lieu sur l'hémisphère nord, États-Unis, Europe, mer Noire, bah là sur les mois de juillet, août avec la floraison et le remplissage. Donc voilà, ces périodes de weather market, hein, comme on appelle, euh, bah, peuvent être sujettes du coup à de potentiels rebonds à court terme sur les prix. Et ceci ont lieu, ça serait pour nous des opportunités de vente par la suite, hein. En termes de ferme pilote, voilà, on voit qu'on a aussi une année voilà, assez, assez plate, hein, sur les cours du maïs, hein, tout compte fait, où nous, on termine la campagne du coup à un prix de vente moyen de 210 euros tonne contre 207 le prix moyen. Pas forcément de choses à signaler de ce côté-là. On a souhaité terminer les ventes de notre côté parce que, comme je l'ai dit, voilà, tout se passe bien à aujourd'hui. Peut-être un petit rebond là sur les prochaines semaines sur un petit risque climatique, mais globalement, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il y ait un marché qui s'envole, hein, sur ce produit. Et c'est pour ça qu'on a voulu d'une part finaliser les ventes 2024. On a commencé les ventes 2025 aussi déjà en hiver dernier parce que en fait les prix faisaient qu'on avait du 200 euros tonne plus ou moins prix agriculteur en nouvelle campagne. Et ces niveaux de prix agriculteurs à 200 euros tonne pour nous sont plutôt bons à marquer au vu de ce qui se passe dans le monde, les bonnes surfaces qu'on a aussi en France. Voilà, pas forcément d'inquiétude et du coup envie de s'avancer encore davantage si on a un moindre rebond qui pourrait s'opérer sur les semaines à venir. Voilà pour les céréales. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou pas. Non. En tout cas, s'il y a des questions après au cours de la présentation ou plus tard, n'hésitez pas à les poser. Et, euh, et sinon, je vais laisser passer la parole à Hector qui va vous parler des oléagineux. Voilà. Bonjour à tous, donc je vais prendre le relais pour la partie oléagineux, donc notamment avec le marché du colza. Donc un marché du colza pour l'année prochaine qui est plutôt lourd et avec une bonne production. Donc on voit une production attendue à 4,2 millions de tonnes en France. Cette année, on était plutôt autour des 3,8 millions de tonnes. Donc voilà une production meilleure que l'année dernière. En Allemagne, on s'attend aussi à une bonne production. Sur l'est de l'Europe, donc la Roumanie, l'Ukraine, on attend aussi des bonnes productions, il y a des bons potentiels. Donc ces potentiels-là viennent apporter de la pression sur le dégagement moisson. Donc on risque de voir des graines arriver sur l'Europe dès la moisson. Côté canadien aussi des bons potentiels pour l'instant avec des semis qui sont réalisés pardon, à plus de 80%. Donc on va revenir sur une production proche des 20 millions de tonnes. La partie un peu plus touchy entre guillemets pour la graine du colza, ça va être l'Australie. En Australie, on a une baisse des intentions de semis. Et donc on voit sur le graphique du haut, voilà une production qui peut être en recul cette année à 5,7 millions de tonnes pour l'instant selon Abares, qui est l'organisme d'estimation d'État. Donc voilà, ça pourrait laisser un petit peu plus de place sur la deuxième partie de campagne parce que la récolte australienne arrive à partir de décembre et arrive sur l'Europe généralement à partir du mois de mars. À côté de ça, on a quand même des incertitudes au niveau macroéconomique et sur l'économie générale entre, Benjamin l'a déjà évoqué, mais les relations entre la Chine et les États-Unis
les taxes douanières qui essayent de se mettre en place. Donc ça, ça crée vraiment un ralentissement de l'économie. On voit le pétrole, du coup, a tendance à baisser et tout le complexe des huiles et des oléagineux, suit cette tendance malheureusement baissière. Enfin, sur l'Europe, là pour la période de dégagement, on voit que les bases et les primes rendues usines ont plutôt tendance à baisser. Alors d'une part, la couverture usine est bien avancée, mais on a aussi une problématique sur la valorisation des coproduits qui permet qui malheureusement donne des marges de trituration qui sont pas forcément très intéressantes pour les triturateurs. Donc on les voit ralentir un petit peu la demande en graines pour passer ces périodes-là. Enfin, de manière globale, on voit quand même qu'au niveau mondial, on a un stock de report qui s'annonce plus tendu pour la future campagne. Donc c'est le graphique qui est en bas à droite. Tout ça, c'est grâce à une très bonne demande et un rythme de trituration qui est assez important au niveau mondial. Donc voilà, des stocks qui pourraient être encore amenés à baisser. Donc on s'attend quand même à avoir un bilan qui est plutôt équilibré, avec une production supplémentaire, mais la demande devrait suivre si il n'y a pas de problématiques géopolitiques mondiales et majeures, et des prix qui devraient rester aux environs des 500 € tonnes comme on peut avoir actuellement. Si on fait un petit point rapide sur la ferme pilote, donc une ferme pilote qui a été plutôt bien vendue sur la partie colza, contrairement à ce qu'on a pu faire sur la partie céréales. Donc voilà, on est venu vendre dès qu'on avait quasiment des plus hauts à chaque fois, 20%. Donc on a découpé la campagne en 5 ventes. On vend toujours 20% avant la moisson pour éviter le risque de grêle, etc. Donc là, l'année dernière, on avait revendu 20% au moment de la récolte et après on a accompagné au fur et à mesure. Les ventes ont été également réalisées sur une vision long terme et en prenant un historique assez important au colza. On a remarqué que le 530 était un niveau, une résistance assez importante sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'on a placé aussi les ventes sur ces niveaux-là. Pour la nouvelle campagne, donc on est avancé à 20% avec un prix de vente matif de 492 €, ce qui correspondait quand on avait fait la vente, donc c'était au mois de janvier dernier, à un 500 € tonne départ agriculteur. Et c'est également le prix qu'on retrouve quasiment aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi pas réengager si vous ne l'avez pas fait à l'époque. Voilà, c'est des prix qui sont rémunérateurs pour le colza. Donc faut plutôt en profiter. Sur la ferme pilote, donc du coup, je vais le rappeler aussi pour la 24, donc c'est un prix de vente moyen du matif. Donc on n'a pas encore intégré la base qui est différente entre au départ de chaque ferme. Donc en colza, on a une base on a de la chance d'avoir une base qui peut être positive. Cette année, on avait une base qui était située entre 10 et 15 € tonnes au départ de chaque ferme parce que les points d'huile étaient bien valorisés. On avait de l'huile dans la graine, donc en multipliant avec des prix de vente assez élevés, voilà, la valorisation était plus importante. Donc, grosso modo, on peut estimer avoir un prix de vente Céréa Pro en colza à 515-516 € tonnes départ ferme cette année. Pour la prochaine campagne, quelle stratégie de vente adopter? Voilà, si on a des besoins de trésorerie dès la moisson, quelles marchandises stocker, pourquoi l'une plus que l'autre? Et voilà, on va essayer d'apporter quelques éléments. Alors nous, on a voulu être assez transparent et vraiment ressortir les éléments de marché aujourd'hui. Donc en comparant un peu la structure du marché, donc que ce soit sur le marché du blé et sur le marché du colza. Et on voit que le blé, comme l'a dit Benjamin au début de son intervention, c'est qu'il y a très peu de débouchés pour le marché français aujourd'hui au moment de la moisson. Un marché qui est plutôt lourd avec l'arrivée de production partout sur l'hémisphère nord, avec un besoin de dégagement important sur le bassin de la mer Noire. Donc voilà, le marché français et Euronext blé septembre est assez décoté par rapport aux échéances un peu plus lointaines. Donc on a une dizaine d'euros par rapport au décembre et quasiment 20 € par rapport au mars. Donc le stockage sera valorisé de manière importante cette année. Donc voilà, plutôt favoriser de stocker du blé que du colza, parce qu'aujourd'hui en colza on a un écart qui est moins important. On a seulement 7 € entre l'échéance rapprochée août et l'échéance février.
Donc voilà, le stockage est moins bien valorisé. Et en plus, les prix aujourd'hui, à l'instant T, pour du dégagement moisson en colza sont rémunérateurs. On est suivant les secteurs, entre 490 et 500 euros tonnes. Donc voilà, pourquoi pas profiter pour les producteurs de colza de faire des ventes dès la moisson pour d'une faire vider le stockage et également faire rentrer de la trésorerie à la moisson. Et enfin, alors si on doit un peu stocker, si on n'a pas la place de stocker du blé et des orges, c'est de se dire on peut plutôt vouloir stocker des orges fourragères, les faire partir rapidement à la moisson, parce qu'aujourd'hui on a un écart entre le blé et l'orge qui est entre 10 et 15 euros sur le dégagement moisson, donc un écart qui est assez réduit par rapport aux dernières années. C'est notamment grâce aux achats chinois de blé sur le rapproché, enfin d'orge pardon sur le rapproché. Donc voilà, on peut faire partir nous chez Cerea Pro les orges en J+7, donc vous récoltez. Une semaine après, les orges sont parties, ce qui pourrait permettre de venir stocker son blé dans un deuxième temps et d'aller profiter du report important qu'on a sur Euronext, donc pour aller vendre et marquer du blé, soit sur l'échéance mars, soit sur l'échéance mai 2026, pour profiter des prix qui sont plus intéressants pour l'instant. Alors après, voilà, aujourd'hui, on n'étudie pas la volatilité sur Euronext, mais voilà, déjà de venir marquer cet écart de marché entre les échéances. Et enfin, je voulais rappeler qu'on a toujours la possibilité de faire des avances de trésorerie, donc à hauteur de 60%. Donc voilà, vous pouvez venir engager du blé sur l'échéance mars 2026, avec une avance de trésorerie de 60% qui sera payée 15 jours à la signature du contrat. Donc là, pour aujourd'hui, on est le 10, les clôtures sont peut-être déjà faites pour les paiements du 15. Mais voilà, à fin juin, on peut payer 60% du prix du contrat. Donc, ce qui peut permettre aussi d'apporter de la trésorerie sur votre ferme dès la moisson. Rapidement, une dernière petite slide avec les 4 types de contrats qu'on propose chez Cerea Pro. Donc à 90%, c'est du contrat prix ferme. Donc on vient fixer le matif et la base en même temps. Mais on propose de séparer les fixations, donc avec le contrat fixation base. Donc on fixe la base dans un premier temps, donc pour fixer l'aspect logistique principalement. Ça peut être notamment le cas et le besoin pour les agriculteurs là sur les orges en dégagement moisson. Et après, on vient fixer le matif dans un deuxième temps pour fixer le prix de vente final. On peut faire l'inverse. Alors qu'on a un prix du Euronext, un matif qui est assez haut, on a eu des agriculteurs qui voulaient fixer cet aspect-là, tout en ayant des craintes et des questionnements sur les qualités à venir. Donc on a fixé seulement le matif. Et au moment de la récolte, quand on connaîtra les qualités du blé, on viendra fixer la base, donc soit sur une base de blé meunier, une base fourragère, donc en blé fourragé, donc dans un deuxième temps. Comme ça, il n'y aura pas de réfaction impliquée à ce moment-là et le prix ferme correspondra réellement à la marchandise récoltée. Et enfin, on propose toujours donc des contrats avec des options, donc faire une vente physique plus un call. Donc là, ça permet vraiment de sécuriser un prix et de profiter s'il y a lieu dans un second temps d'une hausse. Donc voilà, ça permet de fixer la partie logistique, de vider son stockage et de rester exposé de manière sécurisée à une potentielle hausse. Donc les contrats prix ferme, donc ça vous les avez sur l'application, sur le site internet et auprès de vos commerciaux. Et pour les 3 derniers contrats, donc les contrats un peu plus spécifiques, c'est uniquement avec un échange téléphonique avec les commerciaux, voilà, parce qu'on ne peut pas les engager aujourd'hui en ligne. On avait une question sur le marché de la brasserie. Alors chez Cerea Pro, malheureusement, c'est un marché sur lequel on n'est pas forcément très présent parce qu'il y a énormément de critères qualité qui sont à prendre en compte. Le calibrage, le taux de protéines, le PS. Et aujourd'hui, voilà, ça encore passe pas forcément par un silo. C'est très compliqué d'aller sur les malteries. Aujourd'hui, de ce qu'on sait, nous, du marché de la brasserie, c'est un marché qui se tient plutôt bien, notamment avec le risque et le temps sec qu'on a eu là ces dernières semaines sur la France. Voilà, le marché de la brasserie a eu tendance à remonter un petit peu parce que il y a eu quelques craintes de la part des malteurs sur les qualités d'orge française, d'orge de printemps française
principalement. Là, d'ici une dizaine de jours, on va arriver à la récolte des orges d'hiver. Donc, on aura déjà un premier retour sur les faros principalement, donc en orge de brasserie d'hiver, sur les qualités. Donc, le marché va avoir tendance là à se caler en fonction de ça. Après, on a un marché voilà, de la brasserie qui se tient bien. On a aussi un marché de l'orge fourragère qui se tient relativement bien avec un écart, comme je le disais, de 10-15 € par rapport au prix du blé. Donc l'écart, voilà, à vraiment regarder quel écart on a entre l'orge de brasserie et l'orge fourragère. Je pense qu'aujourd'hui, on est autour d'une cinquantaine d'euros. Donc voilà, l'orge de brasserie a encore un intérêt. Mais en fonction des qualités récoltées, on peut vite se retrouver avec énormément d'orge déclassées et donc avoir finalement une meilleure rémunération en vendant directement sur des orges fourragères. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Thomas donc pour toute la partie approvisionnement, notamment un point marché sur les engrais. Bonjour à tous. Thomas Delatouche, du coup, je m'occupe du marché des engrais chez Serapro. Avant de donner la parole à Mickaël, du coup, qui est commercial chez LAT Nitrogène, et pour faire un petit zoom sur l'ammonitrate, je voulais d'abord parler un petit peu du marché de l'azote, pour refaire un peu une vision d'ensemble et pour vous expliquer le marché et également ce qu'on en pense. La solution azotée a fini l'année un peu en trombe, du coup, avec des prix qui allaient jusqu'à 340-350 € tonnes départ Rouen pendant la période d'utilisation, au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il y avait très peu de disponibilité, il y avait très peu d'offreurs. La plupart des producteurs de solutions azotées préféraient vendre notamment sur les États-Unis qui étaient aussi en période de consommation. Et donc le marché de l'azoté, juste avant l'utilisation ou pendant l'utilisation, a bien monté. Ce qui fait, on a eu très peu de morts de saison et très peu de baisse après cette hausse. On a eu quelques volumes qui sont passés à 300 € de départ Rouen, à 280 pour certaines coopératives. Mais globalement, il n'y a pas eu de morts de saison à proprement parler comme les autres années au mois de février, au mois de mars. Et du coup, les premiers achats se sont seulement faits il y a 10 ou 15 jours sur des bases à peu près à 300 € départ Rouen. Voilà. Ce qu'on voit ici sur le graphique. Il n'y a eu que très peu de volume sur les 270-275. Pourquoi il y a eu très peu de volume? Parce qu'aucun agriculteur ou très peu était prêt à acheter de l'engrais cher pour des livraisons avant moisson. Il y a vraiment un problème de trésorerie au vu des cours du blé notamment. Il y a eu des annonces européennes qui sont venues il y a à peu près 15 jours et qui ont été confirmées. Elles avaient été annoncées au mois de janvier, puis votées il y a 15 jours, pour taxer les engrais russes. Environ 40 € sont évoqués pour l'instant, plus la taxe déjà actuelle de 6,5% sur toutes les solutions azotées importées. Cette taxe prendrait effet à partir du 1er juillet. Et je rappelle que les Russes, en engrais liquide, en solutions azotées, c'est à peu près 25% du marché. Il y a déjà aussi un contexte très tendu avec les Américains, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, avec des taxes annoncées. Et ces taxes-là, pareil, il parlait à un moment de 50%, donc on a du mal à savoir s'il y aura une réplique du côté européen. Mais les Américains représentent à peu près également 25-30% de l'import de solutions azotées. Donc l'un plus l'autre a fait remonter le prix et la demande. Donc il y a eu des ventes qui ont été faites depuis les 10 derniers jours. Mais je pense que le marché de la solution azotée, on est à peu près à 20% actuellement, contre des fois 40-50% si on regarde N-1. Donc il en reste encore beaucoup à faire. Et les agriculteurs, il en reste beaucoup encore à couvrir. Le gaz reste cher, ce qui limite la baisse. Et l'offre étant très faible en liquide, beaucoup d'agriculteurs pensent switcher leur apport d'azote en ammonitrate ou surtout en urée, qui va rester moins cher à l'unité. L'urée et l'ammonitrate, du coup, l'ammonitrate, on fera un zoom tout à l'heure spécifiquement sur l'ammonitrate avec LAT Nitrogène, mais l'urée reste cher d'un point de vue mondial parce qu'il y a pas mal de demandes qui sont alimentées. Cependant, ça sort quand même bien en Égypte, il y a moins de soucis de production en Égypte. Actuellement, le prix du marché, on est autour des 400 € départ
vrac, port, Rouen ou la Palisse. Mais cette baisse, tant qu'il y a de la demande, est encore limitée. Voilà. Pour ce qui est du phosphore et de la potasse, rapidement, avant d'aborder les organiques, le phosphore, si je peux commencer par lui, reste très ferme et va rester ferme dans les prochains mois. Depuis un an, je vous ai remis le graphique. On avait déjà repris une centaine d'euros au mois de mai dernier pour rester stable toute la campagne. Et là, on reprend entre 25 et 30 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement cette taxe des produits russes. Hein. Je rappelle que les Russes ramènent quand même pas mal de phosphore en Europe, notamment avec leur triple 15. Et on a aussi une demande mondiale qui est très soutenue, des prix négociés au Brésil, des prix négociés aux États-Unis qui sont très forts. Et le Maroc, le principal pays producteur, continue de relever ses prix progressivement. On arrive sur un DAP à 700 euros de tonne vrac départ Rouen, ce qui, alors par rapport aux 1000 euros et la guerre, reste inférieur, mais depuis quelques années, reste important. La potasse, par contre, il y a de la fermeté. On est à peu près sur les 360 euros départ vrac, mais l'amplitude de prix depuis 2 ans ou 3 ans reste entre 340 et 360 euros départ vrac. On reste sur des hausses assez faibles. Voilà, donc, mais de la fermeté est annoncée, une petite augmentation de 5 euros est prévue. Juste avant d'aborder le point sur l'ammonitrate, un petit point sur organique et amendement. Je rappelle, pour les derniers qui n'ont pas réservé les volumes, on sait que toutes les livraisons d'engrais organiques et de dolomie, carbonate de calcium se font sur l'été. N'attendez pas la moisson pour commander. Anticipez vos besoins, anticipez la logistique. On fait d'ailleurs des prix sur des livraisons de juin, pour les dernières livraisons de juin. Anticipez avant la saturation. On parle déjà de saturation logistique sur les mois de juillet-août qui sont toujours très tendus au départ de la Bretagne. Donc voilà, anticipez au maximum. C'est sur un marché qui est certes assez cher, mais lisible. Depuis quelques mois, on prévient depuis le mois de mars que jusqu'à la moisson et jusqu'au semis de colza, les prix d'organique vont monter. Ils montent à peu près de 2 euros par mois. Donc, anticipez bien vos besoins s'il en reste encore. Je vais maintenant donner la parole à Michael. Est-ce que tu m'entends, Michael? Je vous entends. Et la question, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est parfait. C'est parfait. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde entend bien Michael? Normalement, il n'y a pas de sujet, mais je vous laisse me répondre en question. Il y a des pouces verts. Il y a des pouces, ok, parfait. Donc, Michael, bonjour, je vais te laisser te présenter. Ça, on voit pas sa tête. Ah. Michael, est-ce que... Bon, ce serait plus... La caméra, ce serait mieux. On voit pas ta caméra, Michael, a priori. Est-ce que c'est bon? Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est normal parce qu'il n'était pas activé. Super. Bon, Michael, je te laisse te présenter. Merci d'être venu avec nous ce midi pour parler du marché des engrais. Eh ben, c'est un plaisir. Donc, Michael Tevrani, responsable LAT nitrogène commercial sur la zone Grand Quart Nord-Ouest France, zone de chalandise de Rouen, Brest, Issoudun, La Rochelle, grosso modo. Donc voilà, depuis quelques années. Et au préalable, j'étais agronome aussi chez LAT Nitrogène. Donc LAT Nitrogène, qui sommes-nous? En fait, on est une nouvelle marque sur le marché, mais on est un opérateur historique. Parce qu'en fait, la première usine d'ammonitrate qui a été construite en France, c'est LAT Nitrogène. Donc, c'est une de nos usines, c'est celle qui est à Rouen. Alors LAT Nitrogène, en fait, on est un des principaux fournisseurs d'ammonitrate du marché européen. Les 2000 employés, on fait partie du groupe donc Agrofert. Agrofert qui est un groupe tchèque. Nous avons 5 sites de production d'engrais sur l'Europe de l'Ouest, donc 3 en France, 3 sites en France, une usine en Autriche et une en Allemagne. On est le deuxième producteur d'engrais, tous produits confondus, européens. Voilà. Pour ceux qui ne resituent pas, et nous-mêmes, on fait encore l'abus de langage, et Pierre-Antoine l'a fait tout à l'heure, LAT Nitrogène est le nom de Borealis, c'est ça? C'est ça. En fait,
Vous avez dû recevoir les années précédentes des sacs qui s'appelaient Borealis. Alors Borealis, en fait, est une entité qui appartenait donc à un groupe pétrolier autrichien, qui existe toujours, hein, Borealis existe toujours. Et donc, il s'est séparé il y a 2 ans de ses usines d'engrais et l'a revendu à Agrofert. Agrofert étant un peu plus un professionnel plus aguerri dans le milieu des engrais qu'un pétrolier, puisqu'en fait, ils avaient déjà des usines d'engrais, d'une part, et il faut savoir qu'en République tchèque, ils ont aussi des fermes, ils ont notamment des méthaniseurs, ils ont de la meunerie, ils maîtrisent un peu toute la chaîne agroalimentaire sur la République tchèque. C'est le plus gros employeur de la République tchèque, enfin, un des plus gros employeurs de la République tchèque. Donc, donc ces 3 usines, enfin ces 4 usines qui comportaient le groupe Borealis, en fait, ont été rachetées il y a 2 ans et demi par ce groupe. Et donc maintenant, on se retrouve avec 5 usines au niveau européen, regroupées sous cette entité. Alors voilà la carte. Donc les 3 usines françaises, donc une à Grand-Quevilly, donc banlieue de Rouen, une à Grand Puy, donc c'est dans la Seine-et-Marne, une à Haute-Marchein, ça c'est en Alsace. Grand Quevilly, on produit entre 600, enfin la capacité de production est entre 600 et 750 000 tonnes, dédié au marché essentiellement français et Nord Europe. À savoir, on exporte beaucoup sur le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Baltes et la Scandinavie. Puisqu'en fait, l'avantage de l'usine de Grand Quevilly, c'est qu'on a à la fois on peut très bien transporter par camion, évidemment, mais aussi par bateau, puisqu'on est au bord de la Seine, et par train. Grand Puy, l'usine est plutôt dédiée. Alors, sur les produits, il faut savoir que Grand Quevilly fait l'ammonitrate 33,5 au dosage, fait du CAN 27, donc ammonitrate bas dosage, et des engrais soufrés, les NS, donc l'ammonitrate soufré, donc on a plusieurs formules, bas dosage et haut dosage. Grand Puy, celle-ci, elle est dédiée au 33,5 et uniquement au 33,5, elle est basée en Seine-et-Marne, donc elle approvisionne essentiellement le centre et le sud, un peu l'est de la France. Et Haute-Marchein, donc en Alsace, celle-ci approvisionne le marché français, allemand, mais également les Pays-Bas et la Belgique. Parce qu'en fait, elle est au bord du Rhin, donc elle peut charger des barges et peut éventuellement aller même en Europe de l'Est, mais c'est pas trop le cas, puisqu'en fait, on a une usine à Linz, donc Linz, c'est pas très loin de Vienne, en Autriche, qui, elle, effectivement, approvisionne plutôt le marché allemand, plus toute l'Europe de l'Est, donc jusqu'en Roumanie, voire même l'Ukraine. Et Piesteritz, donc est dans l'ex-Allemagne de l'Est, cette usine est plutôt elle dédiée aux engrais liquides, aux solutions azotées pour le marché allemand, essentiellement, et polonais, et produit également de l'urée. Donc voilà notre. La quasi-totalité de ce que produit vient de France. Hein, Alors, si on prend la totalité des produits, on est à peu près à 4 millions, enfin tous produits confondus, on est entre 3,8 et 4,5 millions de tonnes. D'accord. Dédiés aux produits azotés essentiellement. Sur Linz, on fait aussi un peu de ternaire, un peu de complet, et un peu de binaire. Mais vraiment pour le marché d'Est. En logistique, évidemment, on ne va pas sur le marché français de Linz parce que bon, ça fait en coût de logistique, ça serait aberrant, a priori. Ok. Tu peux nous parler un peu des différents produits, chez LAT? Sur les usines, enfin, comment, alors déjà, pour le premier point, en fait, comment on fabrique de l'engrais azoté? C'est assez simple. En fait, le gaz est au centre du processus et c'est pour ça que le prix du gaz a une influence majeure sur le prix de votre engrais azoté. Alors en fait, comment on fabrique de l'azote? C'est à partir d'ammoniac et cet ammoniac, il est combiné, en fait, il est créé grâce à la combinaison d'air,
qu'il y a dans l'atmosphère, qui est composé à 80%, je me rappelle, d'azote, mais qui n'est pas valorisable par les plantes, sauf par les légumineuses, évidemment. Et donc, cet air est combiné à du gaz, du CH4. Et en fait, ce qui nous intéresse dans le CH4, dans le gaz, dans le méthane, c'est la partie hydrogène. Donc, quand on fait de l'hydrogène et qu'on arrive à le faire réagir avec du N2, on obtient du NH3, donc l'ammoniac. Donc ça, c'est un procédé qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, qui a été inventé juste au moment de la Première Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à produire l'ammoniac qui est, il faut le rappeler, 50% de la production aujourd'hui alimentaire est complètement dépendante de ce processus qui a été inventé par Haber et Bosch. Il faut savoir que dans les fin des années 1800, l'essentiel des engrais qui étaient employés, c'était le guano. Et en 1895, il y a même eu une guerre pour le guano et en fait, on s'attendait à avoir une famine énorme au début du XXe siècle parce qu'on ne savait pas comment on allait faire sans le guano, puisque le guano arrivait à être épuisé. Et c'est juste à ce moment-là qu'en fait, on a inventé ce procédé de l'ammoniac, de synthèse de l'ammoniac, qui en fait, aujourd'hui, on arrive à produire autant de nourriture. Donc l'ammoniac ensuite est combiné soit transformé en acide nitrique, si on rajoute de l'air, l'oxygène, et donc à partir de cet acide nitrique, on va fabriquer du nitrate d'ammonium en solution chaude, qu'on va granuler d'un côté, ou sinon on va le mélanger avec de l'urée et de l'eau pour faire obtenir de la solution azotée. Ou sinon, pour fabriquer de l'urée, on recombine donc l'ammoniac avec du CO2 qui est dégagé au moment du processus. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de l'urée. Voilà les trois principaux engrais qu'on peut avoir sous forme les trois formes d'azote que vous pouvez trouver sur le marché. Alors sur la partie, c'est un peu la problématique de cette industrie, c'est qu'effectivement on consomme beaucoup de gaz et on dégage beaucoup de CO2. Donc c'est pour ça qu'on est un peu dans le collimateur des politiques parce qu'évidemment on participe grandement au réchauffement climatique, on dégage du CO2. Donc l'objectif à 40-50 ans, c'est en fait, d'avoir de l'hydrogène qui ne soit pas synthétisé grâce au gaz, enfin qui soit pas utilisé grâce au gaz, mais synthétisé grâce à l'hydrogène de l'eau, enfin la destruction de la molécule d'eau. Ça, c'est possible. Pour l'instant, on a les processus théoriques, pratiques, on sait le faire, en pratique, on sait le faire. Sauf que, bon, là, aujourd'hui, ça impliquerait un prix de l'azote multiplié par 2,5. Donc voilà, de l'azote décarboné, on sait faire, sauf que vous prenez le prix de l'ammonitrate aujourd'hui et vous multipliez le prix par 2,5. Donc, autant dire que c'est un peu compliqué pour l'instant en pratico-pratique sur l'acceptation par le marché. À moins de trouver quelqu'un en face qui soit capable de valoriser vos productions de manière importante grâce à ces carbones verts, mais pour l'instant, c'est pas toujours facile à trouver. Bah, du coup, on va rebondir un peu sur cette notion de prix. Oui. Le prix du marché cette année est particulièrement haut, du coup, on l'a dit. Le prix du blé, lui, est particulièrement bas. J'ai regardé à Chartres, là, du coup, vendre du blé sur l'année prochaine rapporte 192 € à peu près. On est à Chartres, on vend de l'ammonitrate rendu Big Bag à peu près à 420 € tonne. Beaucoup d'agriculteurs se posent la question, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Et est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça peut s'arranger? Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter maintenant? En fait, quand on regarde sur les 30 dernières années, statistiquement, alors, le prix de début de campagne est, dans 80% des cas, le prix le moins cher. Alors, Ok. pourquoi, en fait, il y a peu de raisons que le prix baisse dans un premier temps? Le gaz est ferme. Alors, pourquoi le gaz est ferme? C'est qu'on a des stocks hivernaux les plus bas depuis les 5 dernières années au niveau de l'Europe. Okay. Donc, on serait très surpris d'avoir un gaz qui décroche. On a même un gaz qui est un peu fébrile, selon certaines semaines. Faut savoir qu'avant la guerre en Ukraine,
un Européen comme nous achetait du gaz à peu près à 9 euros le mégawatt. Aujourd'hui, on est rendu entre 35 et 60. Après guerre. Le plus haut, on est monté à des 250, 300. C'était anecdotique, hein, mais pendant la guerre en Ukraine, puisque tout le monde s'était affolé. Et là, aujourd'hui, on est quand même on est entre 30 et 45 euros le mégawatt. Donc, on est plus cher. Déjà, le prix de gaz européen est plus cher à la même époque que l'année dernière. Donc, ce qui explique qu'effectivement, l'industrie européenne ne peut pas fournir de l'azote aussi compétitif que l'année dernière. Donc, voilà pourquoi on a effectivement, pour un agriculteur, c'est difficile à accepter parce que c'est vrai qu'en ce moment, les prix du blé, malheureusement, sont pas au rendez-vous, mais nous, on a face à nous des coûts de production, effectivement, qui sont plus élevés que l'année dernière. Donc ça, c'est pour la partie gaz. Ok. Et Et voilà pour illustrer ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le gaz aujourd'hui, alors avant, il provenait surtout de la Russie. Bon, ben forcément, vu la guerre en Russie, aujourd'hui, c'est pas très bien vu d'acheter du gaz russe. Donc, ben, les Européens, c'est ce qu'ils font, ils achètent du gaz américain. Et à un tel point que on a vu ça sur Twitter, ça assez anecdotique, mais c'est marquant. À tel point que on voit que les méthaniers qui partaient au départ, ça c'était au mois de janvier, les méthaniers qui au départ partaient du golfe du Mexique, hein, donc de là où cherchent les Américains, pour aller vers l'Asie, hein, qui contournent l'Afrique, et ben d'un seul coup, on leur a intimé de faire tous demi-tour et de partir sur le marché européen parce que le marché européen est très rémunérateur pour les gaziers américains. Donc, on voit bien qu'on a malheureusement cette dépendance au gaz qui avant était russe, mais maintenant on est en train de basculer plutôt du côté américain. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que le gaz est un peu sous dépendance de la politique américaine, qui pour le coup est pas très lisible, je dirais, par aucun opérateur. On ne sait pas trop ce que veut faire Donald Trump avec l'économie mondiale. Apparemment, il joue beaucoup avec des allumettes. Et je ne sais pas si c'est. Et du coup, ben, tous les opérateurs sont fébriles. Donc c'est pour ça qu'on est aussi prudent sur les mises en marché. on est sûr que le gaz américain, par contre, il vient bien des États-Unis et pas de Russie. Oui, oui, oui. Là, il n'y a pas de souci. C'est du bon gaz américain de schiste que eux exploitent, alors que nous, l'Europe a fait le choix de ne pas exploiter son gaz de schiste. Hein, bon. D'accord. Alors après, c'est vrai que la différence entre les Américains et nous, c'est qu'eux, ils ont des endroits où ils peuvent exploiter plus facilement le gaz de schiste parce qu'ils sont des endroits qui sont peu peuplés, alors que nous, c'est vrai qu'en Europe, bon, les endroits peu peuplés, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est plus difficile politiquement d'envisager d'exploiter du gaz de schiste en Europe. Bien sûr. Et du coup, pour avancer, il y a aussi le problème de l'urée, du coup, qui est Alors l'urée est très ferme, puisqu'on voit au mois de mai l'année dernière, on était à 320 euros. Là aujourd'hui, on est plutôt autour des 400, donc on a 80 euros tonne de plus. Alors l'urée, pourquoi aujourd'hui elle a tendance toujours à monter? C'est parce qu'il y a une demande mondiale qui est forte. Il faut savoir qu'il ne faut pas oublier malheureusement que le marché européen aujourd'hui ne représente plus rien sur la consommation mondiale. Il ne représente plus que 10% de la consommation mondiale. On dire qu'on est le marché européen, je ne parle même pas du marché français, je parle du marché européen, l'Union européenne. On est une variable d'ajustement, clairement. Donc, s'il y a de la demande aujourd'hui au Brésil, et c'est le cas, s'il y a de la demande aux États-Unis, c'est le cas aussi, eh ben, les tonnes, elles vont là où les gens mettent le prix le plus cher. Et ben, pour l'instant, c'est vrai que le prix le plus cher aujourd'hui, c'est plutôt les Brésiliens, les Américains qui mettent les bouchées doubles et qui achètent les tonnes. On l'a vu tout à l'heure, pas Pierre-Antoine, mais Thomas l'a dit, le DAP n'a jamais été aussi cher parce que tout le DAP, de toute façon, du Maroc, ne vient pas en Europe, il va au Brésil et il va aux États-Unis. Donc l'urée, voilà, elle est ferme à cause de ça, premièrement. Deuxièmement, alors c'est vrai que l'Égypte,
qui est un des plus gros producteurs mondiaux, souffle un peu chaud et froid sur les disponibilités de produits parce que ils ont dès qu'il commence à faire chaud, ils sont obligés de réduire leur cadence d'usine et les mégawatts ils doivent être utilisés pour la climatisation et tout ça. Donc, ils produisent moins d'engrais. Donc, dès que le thermomètre remonte un peu, aussitôt, ils réduisent la production. Donc, ça explique qu'effectivement, on a des prix qui sont à la fois fermes et on n'a pas des disponibilités sur le marché qui sont très conséquentes. On avait eu la Chine qui avait dit qu'elle allait exporter entre 1 et 2 millions de tonnes. Ça, c'était il y a 3 mois. Tout le monde disait, vous allez voir, les Chinois, ils vont envahir le marché. Et ben, la souris, enfin, la montagne a accouché une souris, puisqu'en fait, ils ont exporté que 100 000 tonnes, et essentiellement chez leurs voisins indiens. Donc, ça explique qu'effectivement, le lait aujourd'hui est ferme. On attend toujours les exports des Chinois qui peuvent arriver à tout moment, hein, c'est le problème des Chinois. Mais Ouais. faut pas oublier que l'urée peut s'inverser rapidement et qu'il y a une très forte volatilité sur l'urée, qui est le marché mondial de l'azote. En fait, il y a une très forte volatilité là-dessus. Ça peut aller vite. L'urée, c'est le principal engrais consommé au niveau mondial, au niveau en azote. Donc ça, c'est Donc, l'urée. oui, Ensuite, sur la solase, on a un peu le même. voilà, Même on reste très. Ok. Donc, faut-il acheter et commencer à couvrir son engrais? Oui, parce que Alors, faut-il acheter? Il faut savoir que le début de campagne a été, comment dirais-je? Au départ, les opérateurs ont été un peu surpris du niveau de prix et ont hésité à partir. Sauf que les semaines s'écoulent et là, il y a la logistique qui commence à rentrer en ligne de compte. Parce que si, je dis bien si, parce qu'aujourd'hui, c'est des hypothèses, hein, si on n'a pas les 250 000 tonnes de solutions azotées que les Russes apportaient sur le marché français habituellement. Si les Américains ne mettent pas les 250 000 tonnes de solutions azotées aussi, qui est habituellement sur le marché américain, sur le marché européen, français. Donc, ça fait 500 000 tonnes de moins sur un marché d'1 million de tonnes. C'est-à-dire que la solution azotée aujourd'hui, on a 50% des besoins de solutions azotées qui sont potentiellement pas couverts en France. C'est la moitié. Donc, on a 500 000 tonnes que aujourd'hui, personne n'est capable de savoir si on va les avoir ou pas. En sachant que d'habitude, à cette époque-là, on a plutôt 50 à 100% de la campagne qui est déjà engagée. Là, on est plutôt, ce que tu disais tout à l'heure, on est plutôt à 10-20% de la campagne engagée. Donc, il y a des opérateurs aujourd'hui qui clairement sont en train de se dire je ne vais pas prendre le risque d'attendre que les Américains daignent envoyer la solution azotée ou les Russes daignent envoyer la solution azotée, mais qui se disent bon ben voilà, on va se couvrir en granulé. Alors, si on ne peut pas se couvrir en urée plus que ça, puisqu'on voit que les disponibilités sont limitées, eh ben, il reste les producteurs européens avec l'ammonitrate. Donc, ce qui explique qu'effectivement, on a une demande en ammonitrate aujourd'hui qui est certes, il y a 6 semaines, enfin 6 semaines, 2 mois, était plutôt calme, mais là, c'est plus du tout le cas. Donc, il y a une demande qui est très très ferme, ce qui implique beaucoup de volume. Aujourd'hui, les carnets de commandes des usines sont arrivés en octobre, fin octobre. Donc, ça veut dire qu'on avance déjà dans la campagne de manière significative. Alors, est-ce qu'il faut acheter ou pas? Je dirais, est-ce que vous avez la trouille d'être approvisionné ou pas? Il faut avoir quand même garder à l'esprit que, voilà, au début de campagne, c'est toujours dans 80% des cas, c'est le meilleur prix de la campagne. Alors, je ne vous dis pas effectivement que ça ne peut ne pas s'inverser. Ça peut s'inverser à un moment ou à un autre, pour une raison qu'on n'a pas identifiée. Mais ce n'est pas parce que le marché va se renverser que vous aurez forcément de disponibilité. Il faut savoir, c'est aussi parfois ce qui peut se passer sur le marché sérieux. On peut très bien avoir un marché qui monte, et puis le problème, c'est que si vous n'avez pas de clients en face pour acheter, vous êtes un petit peu dans le bec dans l'eau. Et bien là, c'est un peu pareil aussi pour les engrais. Vous pouvez avoir un marché qui se renverse, très bien, mais si en face, vous n'avez pas forcément la camelote physique, c'est quand même problématique.
Donc, il faut quand même il faut savoir raison garder. Si vous n'avez pas acheté aujourd'hui, arbitrez peut-être quand même une partie de votre volume, peut-être pas tout, je dis bien, peut-être pas tout, mais arbitrez au moins une partie de volume parce que vaut mieux avoir de l'azote cher dans ce hangar que pas d'azote du tout, je pense. Après, libre à vous Dans de les faire. Chez Cereapro, on encourage toujours pareil à séparer et à fractionner les achats d'engrais, comme en céréales d'ailleurs, pour réduire le risque. Alors la campagne est encore longue, il peut encore se passer des choses, l'urée peut encore rebaisser, on ne sait pas si les Chinois peut-être reviennent aux exports, si la demande baisse, mais dans l'ensemble, le marché reste tendu et, Mm. euh, et l'ammonitrate du coup, alors il y a des grosses incertitudes sur la solution azoté qui se reportent sur l'ammonitrate, des Ouais. gros volumes d'ammonitrate ont déjà été faits, presque 40-50% en fonction des zones, etc. Donc, anticiper, acheter peut-être au moins le premier rapport. C'est ça, il faut voilà, acheter au moins le premier rapport. Ah, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on le constate sur le terrain et c'est aussi le retour des 13 autres agriculteurs. On a des disparités de régions. Évidemment, le centre de la France est plus en retard, hein, globalement, sur les achats que l'ouest ou le nord. C'est vrai que les zones d'élevage ont une dynamique économique qui est quand même plus favorable que les céréaliers purs et durs de la zone centre. Et ensuite, évidemment, bon, les zones je dirais, nord et nord-est, où il y a où il y a du potentiel, où il y a des cultures industrielles et tout ça, sont allés franchement aux achats, puisqu'ils ont moins de problèmes de trésorerie. Et voilà. C'est vrai que le Il y a, centre, on sent qu'il y a un décalage. il y a une Dans nos question, statistiques de vente, on voit bien, il y a des différences géographiques marquées. il y a une question, je crois, sur la parité euro-dollar et sur son rôle. La parité a un enjeu, bien sûr, qu'on regarde peut-être un petit peu moins qu'en céréales, parce que je pense que, alors déjà, il y a la grande incertitude, ça c'est la même pour tout le monde avec les céréales, etc. Mais nous, on la regarde un petit peu moins. Je pense que ça peut varier de 10, 15, 20 euros peut-être sur le prix d'un engrais importé. Du coup, ça C'est peut être sur ça, l'urée, ça peut être sur tout à le fait. DAP notamment. Mais attention, des hausses d'engrais sont bien plus importantes, je pense, en valeur qu'en céréales. Je pense à la Solace qui prend 60 euros et c'est dans la semaine, c'est dans les 2 jours, des fois quand les fournisseurs sortirent. Il faut comprendre qu'il y a Mm. vraiment peu de fournisseurs. Du coup, le marché est beaucoup moins liquide qu'en céréales, il n'y a pas de natif. Donc, l'impact de la parité euro-dollar, on le regarde un petit peu moins, je trouve. Après, c'est sûr que forcément, si la parité, on pourrait gagner un petit peu, mais je, Mais je, pas énorme. Énorme. je pense Aujourd'hui, pas. je dirais même que c'est plutôt l'euro est ferme. Donc, du coup, euh, c'est plutôt un facteur favorable à ce que les prix soient pas trop chers en engrais d'importation. C'est à l'inverse des céréales. Hmm. Voilà. Donc là, la parité, elle pourrait, au contraire, si jamais la parité redevenait normale, ça remonterait le prix des engrais d'importation. On a parlé de la campagne là, du coup, s'il fallait acheter ou pas, mais je voulais avoir ton avis sur le long terme, parce que l'ammonitrate, au dosage, du coup, qu'on a appelé 33,5, qui est franco-française, fabriquée en France et utilisée que en France. Elle est chère parce que du coup, elle est produite avec du gaz qu'on importe exclusivement parce qu'on ne produit pas de gaz. Elle est dangereuse. On se rappelle à Beyrouth, ça a explosé. Toutes les usines sont Céveso. Le stockage doit répondre à des normes particulières. Mais elle est aussi qualitative parce qu'on peut l'épandre à 36 mètres, elle est homogène, elle est environnementalement un peu meilleure du coup que les autres engrais, on en a parlé. Comment tu vois l'évolution de l'ammonitrate dans le futur? Je crois qu'elle a été continue d'investir du coup dans ce produit. Oui, alors en fait, alors la 33.5, elle est produite essentiellement en France, un petit peu aussi en Pologne et en Italie. Hmm. Elle est essentiellement utilisée, alors pas qu'en France, mais elle n'est pas utilisée sur l'Europe de l'Est. Elle est utilisée sur l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire France, Royaume-Uni, Grande-Bretagne euh, Hmm. et un peu l'Italie. Voilà. Essentiellement, c'est les pays qui utilisent la 33.5. Alors, pourquoi faire la 33.5? Ben, l'avantage de la 33.5 par rapport au 15-27, déjà, c'est en termes de transport.
Évidemment, si on mettait que du bas dosage, ou plutôt du 33,5 au dosage, on met 30% de camions en plus sur la route. Donc ça, c'est un intérêt quand même environnemental. C'est moins de produits à transporter. D'un point de vue, sécurité, bon, en fait, le 33.5 a une mauvaise réputation parce qu'effectivement, elle a pu être, dans certains cas, certes très, très, très isolée, très circonscrit, mais bon, voilà, elle a un potentiel. Alors, il faut avoir vraiment beaucoup de conditions de stockage particulières pour arriver à un accident. Il faut vraiment faire, j'excuse mon expression, mais il faut presque vraiment faire exprès, quoi. Pour qu'un accident arrive. Vous pouvez très bien prendre un tison de fer rouge, le mettre dans un sac de 33,5, il ne va rien se passer. Ça ne va pas vous exposer la figure. C'est juste Globalement, l'ammonitrate n'explose pas, elle brûle ou voilà. elle fond, et il faut déjà Voilà, une explosion pour faire exploser c'est ça, elles font, elles dégagent du gaz, et donc à ce moment-là, ce gaz, effectivement, va s'accumuler. Si elle ne peut pas s'évacuer du bâtiment, le bâtiment va exploser. S'il y a ce qu'il faut sur le bâtiment pour évacuer le gaz, il n'y a pas de souci, ça va évacuer le gaz et point barre. Mais ce qui va faire fondre l'ammonitrate, c'est une source, c'est un carburant, hein, c'est du fuel ou des choses comme ça qui vont brûler. Voilà. Et c'est ça qui va faire que l'ammonitrate peut fondre. Alors, pour l'instant, sur la 33.5, en vrac d'ailleurs. Oui. C'est encore possible d'être livré en vrac pour l'instant, sauf Oui. nouvelles contraintes et nouvelles normes. Donc, si les stockages sont qualitatifs Voilà, et propres. il faut juste, c'est une simple mesure de bon sens, hein, c'est un endroit sec, isoler l'humidité. Aussi, il faut faire attention au niveau du stockage de l'ammonitrate. Elle est sensible aussi à la température, mais pour une histoire de gonflement de granulés. Le granulé, au-delà de 30 degrés, il gonfle un peu et puis il peut se déliter si ça arrive beaucoup de fois. Donc, il faut faire attention de ne pas stocker ça en plein sud. Si vous avez du big bag, clairement, ne mettez pas dehors avec une bâche noire parce que bon, vous allez cumuler la chaleur et vous pouvez avoir ce qu'on appelle du cyclage. Sinon, si vous prenez des précautions qui vont bien, il n'y a pas de raison que vous ayez aucun souci. Ça fait quand même des dizaines et dizaines d'années qu'on emploie ce produit. Donc voilà, l'ammonitrate 33.5, on continue à en fabriquer. Pour l'instant, on continue, on n'a pas prévu d'arrêter. Alors c'est vrai que le CAN 27 est moins sujet effectivement à polémique, parce qu'il y a plus d'accidents en tant que tel, mais ça pourrait aussi très bien arriver si jamais il y avait des conditions particulières, encore une fois, je le répète, très particulières. Donc après le CAN 27 et les engrais soufrés, ammonitrate soufré, l'inconvénient, effectivement, c'est d'avoir un produit qui est quand même beaucoup plus déconcentré. Alors, par contre, ça, c'est pas aussi bien que la 33.5, mais voilà, ça mettrait plus de camions. Donc, pour l'instant, et puis ça débite, une usine débite moins effectivement de bas dosage que du 33.5. Hein, forcément, une usine qui fait du 33.5, elle va valoriser beaucoup plus d'ammoniac qu'une qui fait que du KM27 ou du soufré. Donc c'est ça aussi après, dans les arbitrages, nous, au niveau de la configuration d'usine, si jamais il fallait qu'on arrête la 33.5, il faudrait qu'on grossisse l'usine pour pouvoir absorber ce volume supplémentaire à digérer. On parlait de l'impact environnemental tout à l'heure. Il est annoncé une taxe sur les engrais importés, Oui. sur tous les engrais importés qui va potentiellement arriver à partir de 1er janvier 2026, sauf report. Alors pour l'instant, il faut faire des reportings sur comment cet engrais est fabriqué avant d'être importé, etc., etc. Chez Borealis, vous êtes déjà concerné depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux en parler? Oui, alors en fait, donc je vous l'ai dit au préalable, notre industrie utilise du gaz et dégage beaucoup de CO2. Donc, il faut savoir que le CO2, bon, est clairement dans le collimateur de l'Europe. Et jusqu'alors, en fait, on avait des crédits de gaz, pas de gaz, de carbone, des crédits carbone qui étaient gratuits. C'est-à-dire qu'il y a eu un point qui avait été fait dans les années 2000 en disant, ben voilà, la consommation, grosso modo, le dégagement de CO2 de l'Europe est de X millions de tonnes. À terme, ces X millions de tonnes, il faudra les réduire de 50, 30, 20, 30, 40, 50, voire 100% à terme.
Ça, c'est l'objectif, le vœu pieux des politiques. Euh, alors, de ce fait-là, au départ, on avait des crédits carbone qui étaient gratuits. On disait, bon voilà, vous l'année dernière, vous avez utilisé tant de crédits carbone, ben, l'année prochaine, vous avez le droit à tant. Okay, et ça diminue d'année en année. On n'a plus des crédits. Donc après, on est obligé de les acheter. C'est-à-dire que pour pouvoir produire de l'ammonitrate en dégageant du CO2, il faut avoir acheté ce qu'on appelle communément un droit à polluer. Tout simplement. Ce droit à polluer, mais comme il y en a de moins en moins, bah, sur le marché, il est de plus en plus cher. Donc le prix du quota aujourd'hui de CO2, vous voyez, dans les années 2013, on était autour de 5 euros la tonne de CO2. Et puis ben là, depuis 2023, on est passé à 90 euros la tonne de CO2. Donc ça, c'est directement, voilà, c'est une taxe supplémentaire que LAT Nitrogène doit payer à l'Union européenne. L'impact pour 2024, pour notre groupe, c'est 40 millions d'euros. Voilà. Le fait d'avoir juste cette taxe à payer sur une partie, hein, c'est seulement une partie, hein, c'est pas 100%. À terme, ça sera 100%. Aujourd'hui, on paye à peu près 20-25% de notre CO2, on est obligé de l'acheter. Ça nous a coûté 40 millions d'euros l'année dernière. Donc, si on est obligé d'acheter les 100%, ben, évidemment, ça implique que ça serait autour des 300 millions d'euros. Sur 3 millions de tonnes d'engrais, c'est 100 euros la tonne. C'est pas compliqué. Les chiffres, ils sont simples. Donc, ça aussi, c'est à mettre en plus dans nos coûts de production, malheureusement. Hein, c'est le choix qu'a fait l'Europe. Donc, il faut à terme, c'est l'incitation que l'Europe, c'est si on met des taxes, c'est qu'à terme, on se passe de ce dégagement de CO2. Et c'est pour ça qu'on a mis en place on a déjà sur le niveau des processus d'usine, on a des usines qui sont parmi les plus propres du monde, mais il faudrait qu'on aille encore plus loin et c'est ce qu'on est en train de faire. On a des pistes de travail qui sont à l'étude pour séquestrer une partie du CO2 hein, de le renvoyer sous forme liquide dans des anciens puits à pétrole ou puits à gaz. Ça, c'est le premier point. Où aussi, on a l'hydrolyse de l'eau, je disais aussi au préalable. C'est-à-dire qu'on voudrait produire de l'hydrogène sans CO2 grâce à l'électrolyse de l'eau. Et donc, pour ça, ça implique des réacteurs nucléaires pour avoir suffisamment de puissance électrique. Donc, ça c'est aussi le deuxième projet qu'on a. Mais tout ça, ça implique des investissements qui sont colossaux. Et ça, pour pouvoir investir là-dedans, il faut effectivement qu'on dégage de l'argent pour faire ça. Voilà. Donc pour compenser cette taxe à la production et cette taxe à produire et donc à émettre du CO2 en Europe, il y a une taxe sur l'importation pour éviter la concurrence déloyale et pour protéger les producteurs. Et elle n'est pas encore. Est-ce que c'est des taxes qui sont importantes, hein, on parle d'une centaine d'euros, entre 60 et 100 euros en fonction des productions, etc. Est-ce qu'elle sera reportée? Est-ce qu'elle sera partielle? Est-ce qu'elle sera annulée? On ne sait pas du tout. Il n'y a pas de visibilité. Encore une fois, ça suit le calendrier européen. Ce qui est sûr, c'est que ça risque, encore une fois, de tendre un petit peu l'offre disponible d'engrais. Voilà. Il y a eu une question tout à l'heure, je rebondis, il y a eu une question tout à l'heure sur le cadmium qui est contenu dans les phosphates marocains. Nous, on n'a pas plus d'éléments en fait que la presse parce que du coup, il y a des articles qui sortent avec une trop forte teneur en métaux lourds sur ces engrais. Nous, pour l'instant, on n'est pas au courant et je peux pas moi choisir d'acheter. Alors, je peux choisir d'acheter du phosphate marocain ou non. Enfin, je rappelle qu'à part le phosphate marocain, il n'y a que le phosphate russe. Alors, ce qui est un autre problème éthique de ce côté. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas des analyses. Nous, on n'analyse pas ce métaux lourd dans les achats. Après, on va voir comment ça évolue et quelles sont la suite de tout ça. Mais c'est sûr que c'est le problème, il est simple. Hein. Alors,
faut relativiser beaucoup ce qui est dit par la presse. Il faut quand même rappeler, si jamais vous avez des conversations avec vos voisins ou vos amis autour d'une table ou autour d'un apéro, il faut quand même rappeler que vos apports de phosphore ont été diminués de 7 fois par rapport à il y a 50 ans. Donc déjà, ça veut dire quand même on apporte, entre guillemets, 7 fois moins de cadmium qu'il y a 50 ans. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus vertueux que ce qu'on faisait il y a 50 ans. Donc, ça, il faut le rappeler, il faut le marteler. Il n'y a aucun journaliste qui le fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le peu de cadmium qu'il y a dans le phosphate marocain a aucun impact sur la santé et sur la contamination des aliments européens et des aliments français. L'ANSES a fait des études là-dessus. L'exposition au cadmium, de la population européenne est ridicule. Donc, même s'il y en a, oui, ok, mais c'est pas pour ça que ça va avoir un impact sur la santé. Après, si vraiment on retire le cadmium, les Marocains savent faire. C'est possible. Par contre, ça implique encore des coûts qui sont colossaux. Donc, est-ce qu'il faut multiplier le prix du phosphate par 2 sans cadmium, alors que ça n'a pas d'impact sur la santé? L'enjeu il est là. La presse adore nous faire peur. Hein. Donc, voilà, ça fait vendre du papier. Voilà. Après, j'en vends pas du phosphore, c'est juste. Oui, c'est juste en tant que vendeur d'engrais. Non, mais merci en tout cas parce que tu as bien répondu à ma question, enfin, ou à la question qui a été posée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois pas. Bon, bah, alors du coup, ça va être la conclusion. Merci encore, Mickaël, pour toutes tes réponses et merci d'avoir joué le jeu. Ça fait plaisir. Et puis, j'espère que effectivement les fondamentaux des prix des céréales vont remonter un peu. Et puis, comme ça pourra effectivement vous redonner un petit peu d'air. Voilà, bon, on verra, on le souhaite. Bon, bah, je vais laisser moi, de mon côté, Pierre-Antoine conclure. Voilà, et j'espère que ça a été. Si jamais, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai ou je vous rappellerai pour y répondre. À bientôt. On a déjà répondu à ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence. On a eu un pic à peu près 120 agriculteurs connectés, donc on est très content de ce webinar. Encore une fois, et vous le savez, on préfère être autour d'un verre, d'une table, voire dehors avec vous physiquement que derrière un écran. Mais ça permettait de faire un point avant la moisson. Les équipes vont vraiment être à l'écoute des rendements, des qualités pendant la moisson, donc n'hésitez pas, ça va nous permettre nous de connaître les lots qu'il va y avoir à la vente et qui vont nous permettre de proposer les prix les plus, on va dire, compétitifs possibles. C'est très important pour les équipes. Donc voilà, en attendant, en tout cas, évidemment, on vous souhaite un bel été 2025, la moisson la plus fructueuse possible. Encore merci pour votre présence, pour votre fidélité. S'il y a quoi que ce soit suite à ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions aux équipes, votre responsable de secteur, à Thomas, Hector, Benjamin et même à moi directement, il n'y a aucun problème. Et en tout cas, on a hâte de vous retrouver à Innovagri à Outarville pour ceux qui y vont ou à nos futures réunions de fin de campagne hivernale cet hiver qu'on fera dans les différents départements. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore et à bientôt.